Je m'appelle Élise. Mon père, Lucien Morel, n'a jamais réussi à se souvenir d'une chose simple. Une seule chose, durant toute sa vie conjugale. Ma mère, Élodie, détestait la coriandre. Elle détestait l'odeur, le goût, la simple vue de ses feuilles vertes. C'était une aversion physique, presque violente, et pourtant, mon père en achetait chaque semaine. Il en saupoudrait sur le poulet rôti, dans la soupe, sur les salades. Il disait que cela relevait le goût. Toute sa vie, il a oublié. Et toute sa vie, ma mère lui a cherché des excuses. Je la revois encore, dans notre petite cuisine de Lyon. Elle se tenait devant le plan de travail, les épaules voûtées. Elle hachait la coriandre que son mari venait de rapporter, les jointures de ses doigts blanches à force de serrer le couteau. Son sourire était figé, un masque de patience. L'odeur emplissait la pièce. Pour moi, ce n'était pas l'odeur d'une herbe. C'était l'odeur de l'oubli, l'odeur âcre d'une femme qui s'efface. Je savais, même à 10 ans, qu'il ne la voyait pas. Il voyait l'idée d'une femme, mais pas celle qui était devant lui. Jusqu'au jour où Hélène est revenue. Son clair de lune, comme il l'appelait, dans ces moments de nostalgie égarée. Hélène qui, elle, adorait la coriandre. Je m'en souviens comme si c'était hier, la lumière grise de novembre. Mon père, rayonnant, qui lui servait une assiette en s'excusant presque. « J'espère qu'il y en a assez pour toi, Hélène. » Les lèvres de ma mère ont tremblé. Elles étaient sèches, gercées par le froid de notre appartement. Elles ont bougé, map mai comme disent les Vietnamiens. Un mouvement silencieux, une tentative de mot qui n'est jamais sortie. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré devant lui, elle n'a pas fait de scène. Ma mère, Élodie, a simplement posé sa fourchette. Elle a pris ma main, sa paume était moite et froide, et nous avons quitté la maison, en silence. Ce silence est devenu mon héritage, une couverture lourde transmise de mère en fille. La dignité de celle qui souffre sans un mot. Ce jour-là, j'ai fait une promesse, une règle de vie gravée dans ma peau. Plus tard, jamais. Jamais je ne confierai ma vie, mon cœur, mon avenir à un homme qui n'a pas fait le ménage dans son passé. Je ne serai pas Élodie. Je ne vivrai pas dans l'ombre d'une autre femme. Je ne passerai pas ma vie à justifier l'indifférence d'un homme. Alors, j'ai choisi. J'ai passé ma vingtaine à observer, à analyser. J'ai fui les hommes passionnés, les artistes tourmentés, ceux qui avaient des histoires compliquées. Je fuyais le drame. Et puis, j'ai trouvé Adrien Lemaire. Je l'ai méticuleusement choisi. Il était mon collègue chez Servier, ingénieur comme moi, brillant, logique, réservé, presque froid. Autour de lui, il n'y avait rien. Pas un scandale, pas d'ex-petite amie possessive, pas d'appel mystérieux. Ses collègues disaient de lui « Adrien, c'est une machine. Il ne vit que pour le travail. » Pas même un moustique femelle, comme dit l'adage. C'était parfait, c'était propre, c'était sûr. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans. Des rendez-vous calmes, des discussions sur nos projets, sur l'économie, sur les meilleurs restaurants de Lyon. Jamais de cris, jamais de larmes. Le soir de notre mariage, ses frères, un peu ivres, m'ont pris à part. Ils m'ont assuré en riant. « Élise, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Tu es vraiment la première. Adrien n'a jamais regardé personne avant toi. » On commençait à se poser des questions. 30 ans. J'étais son premier amour. J'avais gagné. Notre vie était réglée. Un bel appartement sur la Croix-Rousse avec vue sur les toits. Des carrières en pleine ascension. Des week-ends à Annecy ou à la campagne. 5 ans de mariage. 5 ans de calme plat. 5 ans à croire que j'avais réussi, que j'avais déjoué le destin. Je pensais vraiment que j'avais brisé le cycle, que je n'allais pas répéter l'histoire tragique de ma mère. Je me trompais lourdement. Tout a basculé lors de la fête annuelle de l'entreprise. Elle avait lieu cette année-là dans une péniche réaménagée sur le Rhône. C'était chic, un peu bruyant. L'ambiance était à la décontraction forcée. Adrien était, comme toujours, impeccable. Costume sombre, cravate parfaitement nouée. Il parlait peu, souriait poliment aux blagues du directeur. Il était l'ingénieur modèle, l'image même de la stabilité. Vers la fin de la soirée, l'ambiance s'est vraiment détendue. Le groupe engagé pour la soirée, un trio de jazz rock fatigué, a fait une pause. L'un des collègues plus jeunes, Martin du service marketing, a attrapé le micro. Et maintenant, une surprise. Nous avons une légende parmi nous. Je n'ai pas compris. J'ai souri, poliment, pensant. Une Fender Stratocaster d'un rouge vif qui semblait presque obscène dans cet environnement d'entreprise. Allez, Adrien, montre-leur, comme au bon vieux temps. Quel bon vieux temps. Adrien a secoué la tête. Un refus net, embarrassé. Mais les autres ont insisté. Les applaudissements ont commencé. Le maire, le maire, le maire. J'ai senti Adrien se raidir à côté de moi. Puis,
Il s'est levé, il a pris la guitare, et quelque chose a changé en lui, radicalement. Ce n'était plus l'ingénieur froid, ce n'était plus mon mari. Ses doigts, que je ne connaissais que tapant sur un clavier d'ordinateur ou tenant un stylo technique, se sont placés sur le manche avec une aisance déconcertante. D'un geste sec, il a desserré sa cravate. Il a défait les 2 premiers boutons de sa chemise. Il a jeté un regard au batteur. Il a compté jusqu'à 3, d'un mouvement de tête. Et il a joué. Ce n'était pas du jazz, ce n'était pas calme, c'était du rock, brut, rapide, incroyablement technique, une explosion de son pur. Toute la salle s'est tue, le souffle coupé. Adrien était méconnaissable, son corps bougeait. Avec la musique, ses hanches suivaient le rythme, ses yeux étaient fermés, une sueur légère perlait sur son front. Ce n'était pas de la retenue, c'était un incendie. Il a joué un solo qui a fait hurler la foule. Une maîtrise parfaite, une passion dévorante que je ne lui avais jamais connue. Il ne jouait pas de la musique, il était la musique. Et moi j'étais figée, mon verre de champagne à la main, incapable de bouger. 5 ans. 5 ans de mariage. 3 ans de relation avant cela. 8 ans de vie commune. Je n'avais jamais su qu'il savait jouer de la guitare. Je ne savais même pas s'il aimait le rock. Notre musique à la maison, c'était du classique, du jazz léger, en fond sonore. Jamais rien de tout cela. Quand il a terminé, sur un accord puissant, le silence est retombé, lourd, pendant 1 seconde, puis ce fut une ovation. Il a rendu la guitare, le visage soudain redevenu neutre, presque gêné par la tension. Il a rajusté sa cravate. L'incendie était éteint, l'ingénieur était de retour. Il est revenu vers moi. Il a pris sa veste. On y va ? Sa voix était redevenue la voix calme et posée que je connaissais. Sur le chemin du retour, dans le taxi qui longeait la Saône, je n'ai pas dit un mot. Lui non plus. L'homme à côté de moi était redevenu un étranger. Arrivé à la maison, j'ai sorti mon téléphone. Pendant qu'il jouait, j'avais filmé. Une vidéo de 30 secondes, tremblante, prise à mon insu. Machinalement, sans vraiment réfléchir, je l'ai postée sur notre compte de réseau social. Celui que nous utilisions pour partager des photos de vacances, des dîners au restaurant. Le journal de bord de notre vie parfaite et ordonnée. J'ai écrit une légende simple, presque admirative. La face cachée d'Adrien Lemaire. Quelle surprise. Je ne savais pas. Je ne savais pas que je venais d'ouvrir la porte. La porte d'une pièce qu'il avait gardée fermée à clé pendant 8 ans. La porte d'un mausolée. Je me suis endormie cette nuit-là avec un sentiment étrange. Un mélange de fascination et de peur. Qui était cet homme qui dormait si paisiblement à côté de moi ? Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le bourdonnement de mon téléphone sur la table de nuit. Il n'arrêtait pas de vibrer. J'ai ouvert notre compte. La boîte de réception de nos messages privés était saturée. Ce n'étaient pas des félicitations de nos amis. C'étaient des dizaines de messages de compte que je ne connaissais pas, et ils envoyaient tous la même chose. Une photo qui a fait s'arrêter mon cœur. Une jeune fille, elle devait avoir 20 ans. Elle portait une simple robe blanche, légère, ses cheveux noirs, une cascade, tombaient librement sur ses épaules. Elle souriait, un sourire éclatant, plein de vie. Et elle tenait une guitare rose fluo, une guitare de rockeuse. Le contraste entre la robe angélique et l'instrument rebelle était saisissant. Elle était magnétique. Et sous la photo, dans chaque message, le même commentaire, répété encore et encore, comme un écho funèbre. « Madame, quand vous aviez les cheveux longs, vous lui ressembliez tellement. » Je suis restée assise sur le bord du lit, mon téléphone serré dans ma main. Le soleil du matin entrait dans notre chambre impeccable, éclairant la poussière qui dansait dans les airs. Je la fixais. Cette fille sur l'écran. Vous lui ressembliez tellement. Je me suis levée, j'ai marché lentement vers le grand miroir de notre armoire. Mon reflet. Moi, Élise, 33 ans. J'avais coupé mes cheveux il y a 2 ans. Un carré court, pratique, professionnel. Mais avant Adrien, et les premières années de notre mariage, j'avais les cheveux longs, très longs, d'un noir de jet. J'adore tes cheveux, ne les coupe jamais. Je me suis souvenue de cette robe blanche que j'avais achetée, celle qu'il m'avait encouragée à prendre. Le blanc te va si bien, Élise, c'est pur. Je ne l'avais jamais vraiment aimée, je la trouvais trop simple, pas moi. Je l'avais rangée au fond du placard, je la portais souvent, au début, pour lui faire plaisir. Je regardais la fille sur la photo, puis mon reflet dans le miroir. Elle avait peut-être 5, 6, 7 ans de moins que moi maintenant. Mais la structure de son visage, la forme de ses yeux, la courbe de son menton, ce n'était pas un sosie parfait, mais c'était une ressemblance troublante, comme une version plus jeune, plus sauvage, plus lumineuse de moi. Une peur froide comme une main glacée a commencé à ramper le long de ma colonne vertébrale.
Je suis retournée m'asseoir. J'ai cliqué sur le nom du compte qui avait posté la photo. C'était un fan club, apparemment. En mémoire de Camille Delcourt. Camille, elle avait un nom. Dans la section des commentaires de la vidéo d'Adrien, quelqu'un avait trouvé son ancien compte personnel. Un compte abandonné. Mon doigt a tremblé en cliquant sur le lien. C'était un compte qui n'avait pas été mis à jour depuis des années, une éternité, à l'échelle d'Internet. Il n'y avait que 2 vidéos. 2. J'ai cliqué sur la première. La qualité était médiocre, granuleuse, probablement filmée avec un vieux téléphone. La date indiquait, il y a 9 ans, la scène se passait sur une petite scène, dans un bar ou une salle de concert. Un concours de rock local. Et il était là. Adrien. Pas mon Adrien. Un Adrien de 24 ans, le visage plus fin, plus jeune, les cheveux un peu plus longs. Il portait un simple t-shirt noir. Il tenait sa guitare, la même Fender rouge qu'à la fête de l'entreprise. Et à côté de lui, elle, Camille. Elle avait sa guitare rose fluo. Elle portait la même robe blanche que sur la photo. Ils jouaient, une harmonie parfaite. Ils se déplaçaient ensemble comme s'ils étaient liés par un fil invisible. Puis le solo est arrivé. Le même solo qu'il avait joué la veille au soir. Mais ce n'était pas le même solo. La veille, il l'avait joué avec une précision technique, mais une sorte de colère froide. Là, il le jouait avec joie. À la fin du solo, la caméra a zoomé. Adrien et Camille se regardaient. Ils se regardaient en souriant. Leurs yeux brillaient, je n'ai pas eu besoin d'entendre le son pour comprendre. C'était un regard qui disait tout. Un regard qui brûlait d'une complicité absolue. Le monde autour d'eux n'existait pas. Il n'y avait que d'eux, que la musique, que cet amour adolescent et féroce qui semblait remplir l'écran. Même à travers cette vidéo de mauvaise qualité, cette alchimie était si puissante qu'elle m'a frappée en pleine poitrine. Une douceur, une tendresse que je n'avais jamais vue dans les yeux d'Adrien, quand il me regardait. J'ai coupé la vidéo. Ma respiration était courte. Je me suis forcée à regarder la deuxième. Cette vidéo était encore plus courte. Elle n'avait pas de son. Camille ne se montrait pas. La caméra était tournée vers l'extérieur, filmant à travers la vitre d'un bus. Le paysage défilait, flou. Il pleuvait. La vitre était couverte de buée. Puis, une main est apparue. Une main fine, aux doigts longs. La main de Camille. Elle a dessiné un cœur sur la vitre embuée. À l'intérieur du cœur, elle a écrit 2 initiales. A-N-C, Adrien and Camille. La légende sous la vidéo était une simple phrase. Je vais voir celui que j'aime. Mon cœur s'est serré, serré au point de me faire mal. Et puis, j'ai vu. Sous la vidéo, il y avait un lien ajouté par le réseau social ou par un commentateur. Un lien vers un article de presse. Un vieil article, du journal Le Progrès. J'ai cliqué. Le titre m'a sauté au visage. Tragique accident de bus sur l'A43, près de Bourgoin-Jallieu. Un autocar en direction de Lyon perd le contrôle. J'ai fait défiler l'article. Mon sang se glaçait dans mes veines. La date. C'était le même jour que la vidéo de Camille. L'article listait les victimes. La plupart s'en étaient sortis avec des blessures. Sauf une. Camille Delcourt, 21 ans, étudiante en musique, est décédée sur le coup. Morte. Elle était morte. Elle était morte sur cette route, dans ce bus. Elle était morte en allant le voir, en allant voir celui qu'elle aime, en allant voir vers Adrien. Je suis restée assise sur le balcon pendant des heures. Je ne sais pas combien de temps. Le soleil a grimpé dans le ciel puis a commencé sa descente. J'ai regardé ces 2 vidéos, en boucle, la vidéo de leur bonheur éclatant sur scène, et la vidéo silencieuse de sa main dessinant un cœur quelques heures avant sa mort. Le téléphone est... Elle avait passé sa vie à côté d'un homme dont le cœur était ailleurs, avec Hélène. Et moi je sais que j'avais passé 8 ans avec un homme dont le cœur était mort, enterré. Dans un bus, sur une autoroute 9 ans plus tôt. J'avais juré de ne pas répéter l'histoire de ma mère. Et j'avais fait pire. Ma mère était en compétition avec une femme vivante. Moi, j'étais en compétition avec un fantôme. Une vigne invisible s'enroulait autour de mon cœur. À chaque visionnage, elle se resserrait. Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. J'étais dans un état de choc froid. Le clair de lune de mon père était Hélène. Le fantôme de mon mari était Camille. Le soleil s'est couché. Le ciel est devenu violet, puis noir. Les lumières de Lyon se sont allumées sous mes pieds. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Le bruit familier des clés d'Adrien posées dans le vide-poche. Il est rentré du travail. Il m'a vue, assise par terre sur le balcon, dans la pénombre. J'étais toujours en pyjama. Je n'avais pas bougé de la journée. Il a sursauté. « Élise, qu'est-ce que tu fais là? Le sol est froid, relève-toi. » Sa voix était pleine d'une inquiétude pratique, matérielle. Je l'ai regardé.
l'homme que je croyais connaître, l'homme propre. Mes lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. J'étais devenue ma mère. Que pouvais-je lui demander? Lui demander s'il m'avait utilisé comme un substitut, lui demander s'il avait passé 8 ans à prétendre m'aimer tout en aimant une morte. Il s'est approché, perplexe. Dans sa confusion, il a posé le sac qu'il tenait à la main sur la table basse du salon. Il a dit, avec la même voix qu'il utilisait pour me parler du dîner ou de la météo, « Je t'ai acheté les pommes d'amour que tu aimes. Les pommes d'amour. Ces pommes rouges, brillantes, enrobées de sucre caramélisé. Les pommes d'amour. Encore les pommes d'amour. Je lui ai dit tellement de fois. Combien de fois? 20 fois, 100 fois. Adrien, je n'aime pas les pommes d'amour, c'est trop sucré, ça colle aux dents, j'aime les fraises. Mais à chaque fois, à chaque fête foraine, à chaque marché de Noël, il achetait des pommes d'amour. Et à chaque fois, je souriais. Je prenais une bouchée pour lui faire plaisir, et je jetais le reste discrètement, comme ma mère avec la coriandre. En cet instant, quelque chose s'est brisé. Le barrage a cédé, la patience, l'héritage de ma mère, le silence. Tout a explosé. Je me suis levée d'un bond, j'ai couru vers la table, j'ai attrapé le sac en papier, j'ai sorti la pomme d'amour, rouge et collante, et je l'ai jetée, de toutes mes forces, dans la poubelle de la cuisine. Le bruit sourd du plastique a résonné dans l'appartement silencieux. Je me suis retournée vers lui, tremblante de la tête aux pieds. J'ai crié. Pour la première fois de notre mariage, j'ai crié. Je t'ai dit que je n'aimais pas les pommes d'amour. Je n'aime pas les pommes d'amour. Et je n'aime pas les robes blanches. Et je déteste avoir les cheveux longs. Mon cri a déchiré le silence de notre appartement. Il est resté figé. Adrien, l'homme qui maîtrisait tout, était complètement désemparé. Il a regardé la poubelle où la pomme d'amour gisait, écrasée. Puis il m'a regardé, moi qui haletais, les larmes coulant sur mes joues. Il ne comprenait pas. Il ne voyait pas la coriandre de ma mère. Il ne voyait pas le fantôme de Camille. Il voyait juste une pomme d'amour dans une poubelle. Il a froncé les sourcils. Son visage s'est fermé, passant de la surprise à l'agacement. Il a frotté ses tempes, un geste que je connaissais bien. Le geste qu'il faisait quand un problème complexe au travail l'agaçait. J'étais un problème, une équation illogique. Il a essayé de calmer la situation. Il a tenté d'être le mari patient. « Élise, qu'est-ce qui te prend ?» Sa voix était basse, contrôlée. Il essayait d'apaiser une bête hystérique. « C'est tes règles? Tu vas les avoir ?» Il a fait un pas vers la cuisine, comme pour échapper à ma colère. « Attends, je vais te faire chauffer de l'eau, avec du sucre brun. Ça te calmera. » De l'eau, du sucre brun. Mon cœur, qui battait à tout rompre, s'est soudain arrêté. Le feu qui me dévorait de l'intérieur s'est éteint d'un coup. Il a été remplacé par un bloc de glace. Un froid si intense qu'il m'a fait frissonner. J'ai arrêté de pleurer. Mes larmes ont séché sur mon visage. Je l'ai regardé, comme si je le voyais pour la première fois. Il vivait avec moi depuis 8 ans, et il ne savait pas. Je me suis redressée. Ma voix est sortie, plate, sans émotion. Adrien. Il s'est arrêté, la bouilloire à la main. Je n'ai jamais eu de règles douloureuses de ma vie. Silence. Je te l'ai dit le premier mois où nous avons vécu ensemble. Je peux boire du café glacé, je peux manger de la glace. Il ne comprenait toujours pas. Alors je l'ai aidé. Alors dis-moi. Ma voix était un murmure, mais elle tranchait l'air comme un scalpel. Tiens-moi, ça. J'ai vraiment mal au ventre. Le visage d'Adrien est devenu blanc, plus que blanc, cireux, la couleur de la mort. Il n'a pas répondu. Le masque de l'ingénieur parfait, de l'homme sans passé, venait de se fissurer. Le silence s'est étiré entre nous. Un abîme. Il savait. Et il savait que je savais. Je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus supporter ce mensonge. J'avais sorti mon téléphone de la poche de mon pyjama. Mes mains tremblaient, mais j'ai réussi à ouvrir la galerie. J'ai marché lentement vers lui. Je lui ai tendu le téléphone. J'ai appuyé sur play. La première vidéo, le concert. La lumière de la scène allait éclairer son visage défait. Il a vu. Il s'est vu, jeune, vibrant. Et il l'a vu. Camille. Il a vu leurs regards échangés. Il a entendu la musique qu'ils jouaient. Un son étranglé est sorti de sa gorge. Un gémissement. Puis j'ai changé de vidéo. La deuxième, la main sur la vitre du bus, le cœur. A-N-C. J'ai vu ses yeux, les yeux de mon mari. Pour la première fois en 8 ans, j'ai vu ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur. Ce n'était pas de l'agacement, ce n'était pas de la patience. C'était un chagrin si profond, si vaste que c'en était terrifiant. Une nostalgie,
Un amour si pur et si dévastateur qu'il avait survécu à la mort, qu'il avait survécu à notre mariage. Il regardait Camille, morte depuis 9 ans, avec plus d'amour que je n'en avais jamais reçu de lui, en 8 ans de vie commune. L'article de l'accident était toujours ouvert sur mon navigateur. Je n'ai pas eu besoin de lui montrer. Il a levé les yeux de l'écran vers moi. Il était nu, dépouillé de tous ses mensonges. J'ai attendu. Je lui ai posé la question que je retenais depuis le matin. Ma voix était à peine audible. Dis-moi. Dis-moi qui elle est. Il a mis du temps, un temps infini. L'horloge du salon semblait crier dans le silence. Il a fini par parler, sa voix s'était rauque, cassée. Tout ça. Il a fait un geste vague vers le téléphone. Tout ça, c'est du passé. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. C'est du passé. Mais son regard ne mentait pas. Son regard disait le contraire. Rien n'était passé. Rien n'était fini. Son passé était plus vivant que notre présent. Tout ça, c'est du passé. Et ça, ces mots. Ces 6 mots prononcés d'une voix que je ne lui connaissais pas. Une voix rauque, morte. Ils sont tombés dans le silence de notre appartement comme des pierres au fond d'un puits. Du passé. J'ai regardé l'homme qui se tenait devant moi. L'homme que j'avais choisi pour sa propreté, pour son absence d'histoire. L'homme qui était un livre blanc. Et je venais de découvrir que les pages n'étaient pas blanches, elles avaient été brûlées. Et il m'avait fait vivre sur les cendres. Du passé. Ce n'était pas un déni, ce n'était pas une excuse. C'était un ordre. L'ordre de refermer la porte que j'avais ouverte. L'ordre de ne pas déranger les morts. La glace dans ma poitrine s'est étendue. Elle a gelé mes larmes, elle a gelé ma colère. Il ne restait qu'un froid lucide. Passé, ma voix était si basse que j'ai à peine entendu mes propres mots. J'ai fait un pas vers lui. Il n'a pas bougé. Il se tenait là, raide comme un soldat, les yeux fixés sur le téléphone dans ma main, comme si c'était une arme. Ce n'est pas du passé, Adrien. Pas quand tu viens de la regarder. J'ai secoué le téléphone. Avec plus d'amour que tu ne m'as jamais regardé en 8 ans. Il a tressailli. Un léger mouvement de ses paupières. Je l'ai vu. Il a nié, mais son corps l'a trahi. J'ai continué. Je ne pouvais plus m'arrêter. Le barrage de ma mère avait cédé, et maintenant, c'était un torrent. Ce n'est pas du passé quand tu m'achètes des robes blanches, parce qu'elle en portait. Ce n'est pas du passé quand tu veux que je garde mes cheveux longs, comme elle. Ce n'est pas du passé. Ma voix s'est brisée sur ce mot. Quand tu me donnes de l'eau sucrée pour des douleurs que je n'ai jamais eues, des douleurs qu'elle avait, n'est-ce pas? Il a fermé les yeux, juste une seconde, mais c'était un aveu. Chaque coïncidence de notre vie, chaque petite chose que j'avais classée comme une de ces bizarreries, c'était elle, c'était les morceaux d'elle qu'il essayait de garder en vie à travers moi. Et les pommes d'amour? J'ai presque ri. Un rire sec, horrible. C'était son fruit préféré, c'est ça? Je mange les fruits préférés d'une morte, Adrien. Il a rouvert les yeux, l'homme logique était de retour. Il a essayé de reprendre le contrôle. Élise, tu vas trop loin. Sa voix était redevenue celle de l'ingénieur, froide, précise. Tu mélanges tout. Ce ne sont que des détails. Des coïncidences? J'ai crié à nouveau, mais cette fois, c'était un cri de douleur pure. Et la guitare? C'est une coïncidence aussi? 8 ans. 8 ans que tu me caches qui tu es. 8 ans que tu prétends être cet homme. Cet homme ennuyeux. Cet homme sûr. Je l'ai presque supplié. Pourquoi l'as-tu caché, Adrien? Pourquoi as-tu caché cette musique? Si c'était vraiment du passé, pourquoi la cacher? Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Il n'a pas répondu. Et c'est là que j'ai compris. On ne cache pas ce qui est mort. On cache ce qui est encore vivant. On cache ce qu'on a peur de perdre à nouveau. Il n'avait pas caché son passé. Il avait protégé son amour. Protégé de moi. La question. Il n'y avait plus qu'une seule question. Celle que mon âme hurlait depuis le matin. J'ai ravalé ma salive. J'ai essayé de garder ma voix stable, mais elle tremblait. Adrien, je l'ai regardé dans les yeux. Je cherchais une étincelle. Une seule. Quelque chose qui soit à moi. Est-ce que tu m'aimes? Le silence est tombé à nouveau, plus lourd, insoutenable. Je ne parle pas d'affection. Je ne parle pas de l'habitude. Je te demande, est-ce que tu m'aimes? Moi, Élise. J'ai attendu. 1 seconde, 10 secondes, une éternité. Il me regardait, mais il ne me voyait pas. Je savais, à cet instant, qu'il voyait à travers moi. Il voyait son fantôme. Ou est-ce que, j'ai dû forcer les mots à sortir. Il me déchirait la gorge. Mais est-ce que tu m'as regardé pendant toutes ces années, en la voyant, elle?
Leila su imleng encore le silence de mon père devant Hélène, le silence de ma mère devant la coriandre, le silence d'Adrien était sa réponse. Il n'a pas dit non, il n'a pas pu. Un liquide froid a coulé de mes yeux. Je ne l'ai même pas senti. C'était fini. Ma vie, mon mariage sûr, mon choix logique, tout était un mensonge. J'étais un substitut, une doublure, l'actrice de remplacement pour un rôle dont la star était morte. Je n'étais pas Élise. J'étais pas Camille. J'ai reculé d'un pas. Le voir m'était devenu physiquement insupportable. C'est là qu'il a paniqué. Quand ma colère s'est éteinte, remplacée par ce vide froid, il a enfin réagi. Il a vu que je partais. Pas de la pièce. Je partais de lui. Élise, il s'est avancé, les mains tendues. Un geste maladroit, désespéré. Anne et Luong Kwong, il était perdu. Élise, attends, ne fais pas ça. Il a essayé de me prendre dans ses bras. Il a essayé de me toucher. Non, j'ai reculé violemment, comme s'il m'avait brûlé. Ne me touche pas. Je l'ai regardé. Lui, cet étranger. Ne me touche plus jamais avec les mains qui voulaient la toucher. Elle. Son bras est resté suspendu dans le vide entre nous. L'ingénieur a disparu. Le musicien a disparu. Il ne restait qu'un homme brisé. Camille est morte, Élise. Il l'a dit d'une voix sourde. Tu es vivante, c'est toi que j'ai épousée. Cette phrase était pire que tout. Ce n'était pas une déclaration d'amour, c'était un fait, une transaction. Tu es vivante, c'était ma seule qualité, ma seule qualification pour le poste. Être en vie. J'ai secoué la tête, j'ai fermé les yeux, j'avais besoin de respirer. J'ai commencé, la voix tremblante. Je me suis souvenu de ma mère, prenant ma main, quittant la maison sans un mot. J'allais faire la même chose, mais moi, j'allais parler. Je n'allais pas laisser le silence gagner. Nous avons besoin d'espace, Adrien. J'ai rouvert les yeux. Nous devons nous séparer, pour un temps. Il m'a regardé, sans comprendre. Séparer? Mais pourquoi? C'est du passé. On peut en parler. On peut régler ça. Régler quoi? J'ai demandé, fatiguée. Régler le fait que tu as construit notre mariage sur sa tombe? Régler le fait que chaque fois que tu me regardais, tu regrettais qu'elle soit morte? Non, ce n'est pas... Si c'est ça. J'ai insisté. C'est exactement ça. Et tu sais quoi, Adrien? Je ne t'en veux même pas de l'aimer. C'est tragique. Mes larmes recommençaient à couler. Des larmes de pitié maintenant. Mais je t'en veux de m'avoir utilisé. Je t'en veux de m'avoir menti. Je t'en veux. J'ai baissé la voix. De m'avoir fait devenir ma mère. Il n'a pas compris cette dernière phrase. Comment aurait-il pu? Il est resté immobile, son bras est retombé lentement le long de son corps. La panique a quitté son visage. Le masque était revenu. Mais ce n'était plus le masque froid de l'ingénieur. C'était autre chose. C'était un masque de fatigue, une fatigue infinie, une tristesse si vieille et si profonde qu'elle avait tout dévoré. Ses beaux yeux, ceux qui m'avaient fait tomber amoureuse de sa stabilité, étaient non maintenant ce qu'ils avaient toujours été. Mort. Il m'a regardé. Il a vu que c'était irréversible, et il a posé la dernière question, celle qui a scellé mon destin. Il a dit, chaque mot détaché, froid comme la glace. Anmat Kinkwe, une voix incroyablement triste, Télion. Est-ce que ça t'importe? J'ai froncé les sourcils. Quoi? Tout ça. Il a fait un geste vague. Le passé. Camille. Il a soutenu mon regard. Est-ce que ça t'importe, à ce point? J'ai eu le souffle coupé. Je l'ai regardé, stupéfaite. Il ne me demandait pas pardon. Il ne me demandait pas de rester. Il me demandait pourquoi. Pourquoi je ne pouvais pas simplement accepter? Pourquoi je ne pouvais pas, comme ma mère, vivre avec le fantôme? Pourquoi je ne pouvais pas simplement ignorer la coriandre? Il me demandait, en substance, pourquoi je ne pouvais pas accepter d'être sa seconde place, son lot de consolation vivant. Il ne voyait même pas le problème. J'ai compris. J'ai tout compris. J'ai regardé Adrien, et je n'ai plus rien ressenti, ni amour, ni colère, ni pitié. Seulement du vide. L'appartement était devenu une chambre froide. Le fantôme de Camille était entre nous. Elle avait gagné. Elle l'avait gardé, même dans la mort. Je n'ai pas répondu. Je me suis retournée. Je suis allée dans notre chambre. J'ai pris un sac de voyage dans l'armoire. J'ai commencé à y jeter des affaires, n'importe quoi. Des vêtements. Ma brosse à dents. Je l'ai entendu me suivre. Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte. Je ne l'ai pas regardé. J'ai fermé la fermeture éclair du sac. Je suis passée devant lui, sans le toucher. Je suis allée à l'entrée. J'ai mis mes chaussures. Sa voix m'a arrêtée une dernière fois. Élise. C'était un murmure. Où est-ce que tu vas? J'ai posé ma main sur la poignée de la porte. Je vais dans un endroit où je suis sûre de ne pas être le fantôme de quelqu'un d'autre. J'ai ouvert la porte. Je vais chez ma mère. J'ai fermé la porte derrière moi, laissant Adrien Lemaire seul dans l'appartement, avec ses souvenirs.
et avec la pomme d'amour, écrasée au fond de la poubelle. Le taxi m'a déposé devant le petit immeuble de ma mère, dans le quartier de Vèze. Un quartier que j'avais fui, trop populaire, trop gris, trop plein de souvenirs de mon père. J'ai payé le chauffeur, ma main tremblant si fort que j'ai failli faire tomber les pièces. Il était 2 heures du matin. J'ai sonné, j'ai attendu, le front collé contre la porte froide en métal. Mon sac de voyage était posé à mes pieds, une encre dérisoire. La lumière de la cage d'escalier s'est allumée. J'ai entendu ses pas, lents, prudents. La porte s'est ouverte sur une chaîne de sécurité. L'œil de ma mère, Élodie, est apparu dans l'interstice. Elle m'a vu. Mon visage défait par les larmes, mes cheveux en désordre. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas semblé surprise. C'était comme si elle m'attendait depuis 30 ans. Elle a défait la chaîne. Elle a ouvert la porte. Entre, Élise, il fait froid. C'est tout. L'appartement était petit. Il sentait ce mélange de cire d'abeille et de café filtre que je connaissais par cœur. C'était l'odeur de mon enfance. Je suis restée dans l'entrée. Je ne savais pas quoi faire. Ma mère a pris mon sac. Elle l'a posé près du canapé. Elle est allée dans la cuisine. J'ai entendu l'eau couler dans la bouilloire. « Tu veux une tisane ?» Sa voix a flotté jusqu'à moi. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Ma gorge était trop serrée pour parler. Je me suis assise sur le canapé. Le même canapé en velours, usé sur lequel j'avais fait mes devoirs, sur lequel elle s'asseyait pour attendre mon père, le regard perdu. Elle est revenue avec 2 tasses. Elle m'en a tendu une. Ses mains étaient ridées, mais stables. Elle s'est assise en face de moi, dans son vieux fauteuil, et elle a attendu. C'était son super pouvoir, l'attente, le silence. Elle était l'architecte du silence. Elle pouvait construire des cathédrales de non-dits. Et moi, j'étais son héritière. J'ai regardé le liquide ambré dans ma tasse. Verveine. Le silence s'est étiré. La seule chose qui le brisait était le tic-tac de l'horloge de la cuisine. J'ai regardé ma mère. Elle avait vieilli. Les lignes autour de ses yeux racontaient l'histoire de toutes les choses qu'elle n'avait jamais dites. Et soudain, j'ai détesté ce silence. J'ai détesté cet héritage. Ce silence n'était pas de la dignité. C'était un poison. C'était ce qui l'avait tué à petit feu. C'était ce qui m'avait fait choisir un homme sûr pour éviter le drame, et qui m'avait conduite au cœur du pire drame possible, l'inexistence. Ma voix s'est sortie, rauque, un son étranger dans cette pièce si calme. Maman. Elle a levé les yeux de sa tasse. Son regard était doux, patient. Je l'ai quittée. Elle n'a pas cligné des yeux, elle a juste hoché la tête. Il y avait quelqu'un d'autre. Être là, j'ai vu une ombre passer dans ses yeux. La reconnaissance. Une femme. Elle a reposé sa tasse sur la table basse. Elle a posé ses mains sur ses genoux. « Elle s'appelle Hélène ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai secoué la tête, un rire amer m'échappant. « Non, ça c'est ton histoire. » Elle m'a regardée, confuse. « Ma femme à moi, maman. Elle est morte. J'ai vu son front se plisser. Il l'aime. Il l'a aimée pendant 9 ans, avant moi, pendant moi. J'ai éclaté en sanglots. Pas les cris de colère que j'avais eus devant Adrien. C'était un sanglot différent, un sanglot d'enfant perdu. J'étais sa remplaçante, maman. Juste un substitut vivant. Il ne se souvenait même pas de ce que j'aimais. Je me suis arrêtée, suffoquée. Il m'achetait ses frites préférées à elle. Il aimait mes cheveux, parce que j'avais les mêmes cheveux qu'elle. Je l'ai regardée, les yeux pleins de larmes. C'est ta coriandre, maman. J'ai trouvé ma coriandre. Je m'attendais à ce qu'elle pleure avec moi, qu'elle me prenne dans ses bras, qu'elle maudisse Adrien, qu'elle maudisse mon père. Elle n'a rien fait de tout ça. Élodie, ma mère, a fait quelque chose d'incroyable. Elle a souri. Ce n'était pas un sourire heureux, c'était un sourire d'une tristesse infinie, mais aussi d'une immense tendresse. Elle s'est penchée en avant. Elle a pris ma main, celle qui tenait la tasse. « Alors, tu as parlé. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Tu n'es pas restée silencieuse. C'est bien. » Elle a serré ma main. « Tu as fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. » Elle s'est levée. Elle est allée vers la fenêtre, regardant la rue sombre. Le silence, Élise, ce n'est pas de la force. C'est de la peur. Elle s'est retournée vers moi. J'ai cru que si je me taisais, si j'étais assez patiente, il finirait par la voir. La coriandre. Il finirait par me voir. Elle a secoué la tête. Il n'a jamais vu, parce que je ne lui ai jamais montré. Je lui ai permis d'oublier. Elle est revenue vers moi. Toi, tu as refusé. Tu as refusé la pomme d'amour. Elle a essuyé mes larmes avec son pouce. Tu n'es pas moi, Élise. Tu n'as pas répété mon histoire. Tu viens de la briser. J'ai pleuré de plus belle, mais c'était un soulagement. Comme si un poids, que je portais depuis ma naissance, venait de m'être enlevé.
Mon téléphone a vibré sur la table basse. Je l'ai regardé. Le nom d'Adrien s'affichait, un message texte. Je l'ai ouvert sous le regard de ma mère. Le message disait « Élise, je comprends que tu sois bouleversée. C'est une réaction émotionnelle à une information inattendue. Mais partir à 2 heures du matin est irrationnel. Nous sommes des adultes. Reviens à la maison pour que nous puissions discuter de la logistique de cette pause. Je ne peux pas fonctionner si notre environnement est instable. La logistique, irrationnelle, instable. Il n'y avait pas un mot d'excuse, pas un mot d'amour, pas un mot de regret. Il voyait ma douleur comme un problème technique, une panne dans le système. J'ai regardé ma mère. Il ne comprend pas. J'ai dit, la voix vide. Il ne comprendra jamais. Non, mon chéri. Elle a dit doucement. Il ne le peut pas. Son cœur est plein. Il n'y a pas de place pour toi. Elle m'a regardé. L'important, ce n'est pas qu'il comprenne. C'est que toi, tu aies compris. Elle a pointé le téléphone. Il t'a demandé si ça t'importait à ce point. J'ai hoché la tête, surprise qu'elle devine. Eh bien, dit-elle, tu lui as donné ta réponse. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma chambre d'enfant, dans mon petit lit. Mais ce n'était pas une régression, c'était une naissance. Je n'étais plus la fille silencieuse de ma mère, et je n'étais plus le fantôme vivant d'Adrien. Je ne savais pas encore qui j'étais. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais libre de le découvrir. Le lendemain matin, j'ai regardé mon téléphone. 20 appels manqués d'Adrien, 5 autres messages, tous sur le même ton. Pratique, froid. Je l'ai éteint. Je ne suis pas restée longtemps chez ma mère. 2 jours. J'avais besoin de partir, pas de fuir Adrien, mais de me fuir moi-même, de fuir la Élise qui avait accepté ce mensonge pendant 8 ans. Ma mère m'a accompagnée à la gare de Lyon-Perrache. « Où vas-tu » m'a-t-elle demandé. « Annecy ». J'ai répondu. J'avais vu un petit appartement à louer sur Internet, près du lac. « Pourquoi Annecy » ? Parce que... J'ai souri. « Ce n'est ni ici, ni chez lui. C'est à moi. » Elle m'a serré dans ses bras. « N'oublie pas, m'a-t-elle murmuré. Tu as le droit d'aimer la coriandre, ou de la détester, mais c'est ton choix. » Je suis montée dans le train, en regardant Lyon s'éloigner par la fenêtre. Le train glissait en silence, s'éloignant de la pollution grise de Lyon, pour entrer dans la clarté presque douloureuse de la Haute-Savoie. Je n'ai pas regardé Lyon disparaître. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Une femme de 33 ans, au visage fatigué. Une femme qui avait passé 8 ans à être la doublure d'une morte. Je suis arrivée à Annecy, sous une pluie fine. Le fameux lac était d'un gris acier, presque hostile. J'ai pris un taxi jusqu'à la vieille ville. L'appartement que j'avais loué en ligne était au-dessus d'une boulangerie, dans une ruelle étroite. Quand j'ai ouvert la porte, une odeur de bois ancien et de solitude m'a accueilli. Il était petit, meublé de briques et de brocs. Mais il était à moi. Il n'y avait pas de fantôme ici, pas encore. Les premiers jours ont été un vide assourdissant. Je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de mari à qui préparer le dîner, je n'avais pas de rôle. J'ai passé des heures à marcher, le long du lac, dans les jardins de l'Europe, me perdant dans les ruelles du vieil Annecy. J'observais les gens, les couples qui se tenaient la main, les familles qui riaient, et je me demandais, combien d'entre eux sont-ils des mensonges? Combien de ces sourires cachent-ils une coriandre, une pomme d'amour, une guitare rose fluo? Ma vie à Lyon avait été construite sur un silence, le silence d'Adrien. Ma nouvelle vie, ici, commençait par le bruit de mes propres pensées, et elles étaient assourdissantes. Je revoyais la vidéo de Camille, son sourire éclatant, sa main sur la vitre du bus. Je revoyais le regard d'Adrien, ce regard que je n'avais jamais eu. J'ai rallumé mon téléphone après 3 jours. J'avais besoin de voir, j'avais besoin de savoir si le monde réel existait toujours. Il y avait 43 appels manqués. Adrien. Et une vingtaine de messages. Je les ai lus, un par un. Le premier était celui de la logistique. Les suivants étaient ensemble de plus en plus étranges. Élise, notre assurance habitation est à renouveler. J'ai besoin de ta signature numérique. J'ai fait les courses. J'ai oublié que tu n'étais pas là. Il y a trop de nourriture. C'est du gâchis. Le silence dans cet appartement est insupportable. Quand est-ce que tu comptes revenir pour qu'on puisse parler? Tu ne réponds pas. C'est immature. Tu te comportes comme une enfant, pas comme ma femme. Et puis, le dernier. Envoyé cette nuit-là, à 3 heures du matin. Je n'arrive pas à dormir. Je regarde le plafond. Je n'ai pas joué de guitare depuis 9 ans. Tu m'as fait rejouer. C'est de ta faute. C'est de ta faute. J'ai lâché le téléphone. Il est tombé sur le parquet. Non. Pas de pitié. Pas de colère. Je suis allée à la fenêtre. Le lac, ce matin-là, était d'un bleu éclatant. Ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas de ma faute s'il avait construit un barrage sur son chagrin. Ce n'était pas de ma faute si j'avais
était le torrent qui l'avait fait céder. Ma seule faute, c'était d'avoir accepté de vivre dans la sécheresse pendant si longtemps. Je suis sortie. J'ai acheté un ordinateur portable, un modèle simple, bon marché. Je suis retournée dans mon petit appartement. Je me suis assise à la table en formica, face à la fenêtre qui donnait sur la ruelle. J'ai ouvert un traitement de texte. J'ai pensé à ma mère, à son silence, à toutes les femmes qui se taisent. J'ai pensé à mon héritage, et j'ai décidé de le brûler. J'ai créé un blog, anonyme. Je ne savais même pas si quelqu'un le lirait un jour. Je m'en fichais. Ce n'était pas pour les autres, c'était pour moi. C'était pour exorciser le silence. J'ai cherché un nom pour ce qui restait, les restes du cœur. J'ai écrit le premier article, mes doigts volaient sur le clavier. 8 ans de silence se déversaient. Je n'ai pas parlé d'Adrien, je n'ai pas parlé de Camille, j'ai parlé de la coriandre. Titre, l'héritage de la coriandre. Ma mère a passé sa vie à prétendre qu'elle aimait la coriandre. Elle l'a hachée avec un sourire si figé qu'il menaçait de se briser. Elle le faisait parce que mon père, lui, adorait ça. Ou plutôt, il avait oublié qu'elle détestait ça. Il avait oublié de la voir. J'ai grandi en me jurant de ne jamais être elle. Je me suis juré de choisir un homme qui me verrait. Un homme qui connaîtrait mes goûts, mes dégoûts, par cœur. Et j'ai trouvé cet homme. Je l'ai épousé. Hier, j'ai réalisé que pendant 8 ans, il m'a acheté le fruit préféré. D'une autre. J'ai réalisé que je n'avais pas évité le destin de ma mère. J'avais juste changé l'assaisonnement. Ma mère souffrait de la présence d'une rivale. Je souffre de l'absence d'un fantôme. Lequel est le pire? Être la seconde place vivante ou être la doublure d'une morte? Aujourd'hui, j'ai quitté la... Je ne sais pas quelle est ma couleur préférée. Je ne sais pas qui je suis sans le regard d'un homme qui, de toute façon, regardait ailleurs. Ce blog est mon assiette vide. Il est temps d'apprendre à cuisiner pour moi. J'ai appuyé sur « Publier ». J'ai respiré. Pour la première fois depuis des jours, j'ai vraiment respiré. L'air d'Annecy était froid, pur. Il n'avait pas l'odeur de la coriandre. Il n'avait pas le goût sucré et collant des pommes d'amour. Il avait l'odeur de la liberté. J'ai publié cet article et j'ai attendu. Je ne savais pas ce que j'attendais. L'absolution, la critique, le silence. Ce qui est venu, ce fut un raz de marée. Le lendemain matin, mon blog avait explosé. Apparemment, mon histoire n'était pas seulement la mienne. Des dizaines de femmes ont commenté. Des centaines. Mon mari déteste les chiens. J'ai toujours cru que c'était une allergie. J'ai découvert la semaine dernière que son premier amour décédé était dresseuse de chiens. Il ne déteste pas les chiens. Il déteste tout ce qui lui rappelle qu'il ne peut plus être heureux. Ma coriandre, à moi, c'est la couleur bleue. Mon mari m'a demandé de ne jamais porter de bleu. C'était sa couleur préférée à elle. Il m'appelle mon cœur. J'ai trouvé des vieilles lettres. Il l'appelait mon cœur aussi. Je lisais. Je lisais pendant des heures. L'appartement d'Annecy était silencieux, mais ma tête était remplie des chuchotements de milliers de femmes fantômes. J'avais cru que ma douleur était unique. J'avais tort. Ma douleur était banale. Et c'est ce qui la rendait encore plus insupportable. Nous étions une armée de substituts, de remplaçantes, de placeholders. Nous étions les femmes qui venaient après. Et cette réalisation, au lieu de me consoler, m'a plongé plus profondément dans l'obscurité. Car si tout le monde vivait cela, cela signifiait-il que c'était normal? Acceptable? Le message de ma mère résonnait. Tu as parlé, tu as brisé le cycle. Mais l'avais-je vraiment brisé? Ou avais-je simplement crié dans une pièce où tout le monde était déjà en train de crier en silence? J'ai arrêté de lire les commentaires. J'ai commencé à marcher, à nouveau. Mais cette fois, ce n'était plus une promenade, c'était une fuite. Je marchais le long du lac, le vent froid me giflant le visage, et je ne pouvais pas arrêter les questions. Maintenant que le barrage était rompu, le passé ne se contentait plus de couler. Il me noyait. J'ai commencé à tout déconstruire. 8 ans de ma vie. Chaque souvenir. Je le revoyais, non plus avec les yeux de la femme amoureuse et en sécurité, mais avec les yeux de la détective, de la victime. La pomme d'amour n'était que le sommet de l'iceberg. Ce n'était pas seulement les choses qu'il m'avait données et qui lui appartenaient C'était les choses qu'il m'avait enlevées. Je me suis souvenu de ce voyage en Italie, notre lune de miel. J'avais voulu aller à Rome. J'avais toujours rêvé du Colisée, de la fontaine de Trévi. Adrien avait refusé, catégoriquement. Trop de monde, trop cliché, c'est sale. Nous étions allés en Écosse. C'était magnifique, mais c'était froid, pluvieux. Nous avions passé une semaine à lire dans un cottage. C'était calme. Maintenant, je me demandais, est-ce que Camille avait rêvé de Rome? Est-ce qu'ils avaient prévu d'y aller ensemble?
Est-ce qu'il ne pouvait pas supporter d'y aller avec moi, parce que ce serait profaner un souvenir? Ou pire, y était-il déjà allé avec elle? Et notre appartement, cet appartement à la Croix-Rousse, avec cette vue imprenable sur les toits de Lyon, je l'avais trouvé trop cher, trop exposé. J'avais préféré un petit appartement dans le vieux Lyon, plus charmant, plus intime. Adrien avait insisté. Nous avons besoin de lumière, Élise. Nous avons besoin de voir loin. Je le voyais maintenant. Camille, l'artiste, la musicienne, elle vivait probablement dans un studio sombre et bordélique. Adrien, l'ingénieur, avait fui cela. Ou est-ce qu'elle adorait la lumière? Est-ce qu'elle rêvait d'un appartement avec vue? Je devenais folle. Je n'analysais plus seulement ses actions. J'analysais ses réactions. Je me suis souvenu du jour où j'avais ramené à la maison une petite plante, une plante grasse. Il l'avait regardée avec un dégoût si profond que j'en avais été choquée. Je n'aime pas ça. Ça me rend triste. J'avais ri. C'est juste une plante, Adrien. Non, jette-la. Je l'avais jetée, perplexe. Maintenant, je la voyais. Camille. Avait-elle un appartement rempli de plantes grasses? Est-ce qu'elle en est morte une et il n'a pas pu le supporter? Je voyais des fantômes partout. Dans chaque choix de restaurant, dans chaque film qu'il avait refusé de... Il avait activement, méticuleusement, construit une vie avec moi qui était une forteresse pour le protéger d'elle, de son souvenir. Il n'avait pas choisi une robe blanche parce qu'elle en portait une. Il avait choisi moi parce que j'étais une ingénieure. J'étais logique, j'étais calme, j'étais prévisible. J'étais l'exact opposé d'une musicienne de rock passionnée, impulsive, qui portait des guitares roses et dessinait des cœurs sur les vitres de bus. Il ne m'avait pas choisi parce que je lui rappelais Camille. Il m'avait choisi parce que j'étais sa putain d'antidote. Il ne voulait pas d'une vie avec Camille. Il voulait une vie sans elle. Et j'étais le médicament. J'étais l'anesthésie. L'horreur de cette réalisation m'a frappé si fort que j'ai dû m'asseoir sur un banc, au bord du lac. Qu'est-ce qui est le pire? Être aimé parce que vous ressemblez à une morte, ou être choisi parce que vous n'êtes absolument pas elle? Être choisi non pas pour qui vous êtes, mais pour tout ce que vous n'êtes pas. Mon mariage n'était pas un mémorial, c'était une désintoxication. Et j'étais l'infirmière. La méthadone, la présence stable qui l'empêchait de replonger dans le chagrin. Pendant 8 ans, je n'avais pas été une femme, j'avais été une fonction. J'ai vomi. Là, sur le bord du lac d'Annecy, j'ai tout vomi. 8 ans de silence, 8 ans de repas calme, 8 ans de logique. Je me suis relevée, tremblante. Je suis rentrée à l'appartement. Mon téléphone était sur la table. Il avait vibré. Un autre message d'Adrien. Je l'ai lu. Ma vision était floue. Élise, je suis allée chez ta mère. Elle n'a pas voulu m'ouvrir. Elle a dit que c'était à toi de décider. C'est absurde. Nous sommes mariés. Nous avons des responsabilités communes. J'ai payé le loyer de ton appartement à Annecy. Il avait payé. Il avait trouvé où j'étais. Il avait payé. Il pensait qu'il pouvait m'acheter, qu'il pouvait gérer la situation. Reviens. J'ai jeté toutes les pommes d'amour du supermarché. C'est une blague, mais reviens. Je suis désolée. Je suis désolée que tu l'aies découvert. Je ferai mieux. Il était désolé. Désolé que je l'ai découvert. Pas désolé de l'avoir fait. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Une femme aux cheveux courts, aux yeux rougis. Une femme qui n'avait aucune idée de qui elle était. J'ai attrapé les ciseaux de cuisine que j'avais achetés. Mes cheveux étaient déjà courts. Je ne pouvais pas les couper plus, alors j'ai fait autre chose. Je suis allée dans ma valise. J'ai sorti la robe blanche, celle qu'il aimait tant, celle que j'avais emportée par habitude. Je l'ai posée sur le sol et j'ai commencé à la découper. Je l'ai découpée en lanières. Des petits morceaux, ce n'était pas de la colère, c'était une nécessité. Je démolissais le décor, je démolissais la femme qui l'avait fabriquée. Je démolissais la Élise, c'est la Élise qui avait dit oui. La Élise qui avait préféré la sécurité à la vérité. La Élise qui avait eu si peur de l'héritage de sa mère qu'elle avait foncé tête baissée dans un autre piège. Quand j'ai eu fini, il ne restait qu'un tas de chiffons blancs sur le parquet. J'étais épuisée, vide, c'était ça, le point zéro. J'avais quitté mon mari, j'avais quitté ma ville, j'avais déconstruit mon passé. Il n'y avait plus rien, juste moi, et cette chambre vide. Le fantôme de Camille n'était pas seulement dans le cœur d'Adrien. Il était dans ma maison, dans mes vêtements, dans ma tête. Et pour survivre, je devais l'exorciser. Pas en le combattant, mais en acceptant enfin de construire quelque chose qui soit à moi. J'ai pris le tas de chiffons blancs, je les ai mis dans la poubelle. Je me suis assise devant mon ordinateur. J'ai écrit un nouveau message sur le blog. Aujourd'hui, j'ai tué un fantôme. Le mien. C'était la fin de l'acte 2 de ma vie. Le rideau tombait sur la Élise qui avait peur, et je ne savais absolument pas ce qui allait se passer ensuite. Je suis restée à Annecy. Le temps a passé.
Le choc initial, cette colère brûlante qui m'avait fait découper ma robe de mariée, s'est estompé. Il a été remplacé par quelque chose de plus silencieux, de plus lourd. La vie. Je me levai. Je buvais un café, seul, en regardant les touristes dans la ruelle. Je marchais le long du lac, seul. Je dînais, seul. J'avais fui un mariage fantôme pour me retrouver dans une vie fantôme. L'appartement que j'avais loué, ma chambre à moi, est devenu une chambre vide. Le titre de mon blog. Mon blog, les restes du cœur. C'était devenu ma seule bouée de sauvetage. Chaque jour, je m'asseyais et j'écrivais. J'écrivais sur la coriandre de ma mère. J'écrivais sur les pommes d'amour. J'écrivais sur la guitare rose. J'écrivais pour vider le poison. Et le monde me répondait. Les commentaires n'étaient plus seulement des histoires. J'ai lu votre post sur la coriandre et j'ai réalisé que mon assaisonnement à moi, c'était le jazz. Il le déteste. J'ai réalisé que je n'avais pas écouté de jazz depuis 20 ans. Aujourd'hui, j'ai acheté un chien. Mon mari m'a quitté il y a 6 mois. Votre blog m'a donné le courage de remplir le vide. J'étais devenue, sans le vouloir, la voix de l'armée des substituts. Mais il y avait une hypocrisie dans tout cela. J'écrivais sur la libération, mais je n'étais pas libre. Je n'avais plus de mari, mais j'étais toujours hantée. Non pas par Adrien, non pas par Camille. J'étais hantée par la question. Pourquoi? Pourquoi avais-je fait cela? Pourquoi avais-je accepté l'inacceptable pendant 8 ans? Pourquoi avais-je été si aveugle? La réponse facile était « je l'aimais ». Mais c'était un mensonge. Un soir, alors que la pluie d'automne frappait ma fenêtre, j'ai relu mes propres écrits. Je parlais de ma mère, de son silence, de sa peur de l'abandon. J'avais écrit, dans mon tout premier article, que j'avais juré de ne jamais être elle, de choisir un homme propre, un homme qui me verrait. Et c'est là que je l'ai vu, le mensonge que je m'étais raconté à moi-même. Je n'avais pas choisi Adrien pour qu'il me voie. Je l'avais choisi pour qu'il ne me quitte pas. Je n'avais pas fui le drame de ma mère. J'avais fui sa conséquence, la solitude. Toute la tragédie de ma mère tenait en un mot, l'abandon. Mon père, Lucien, l'avait abandonnée émotionnellement pour Hélène, bien avant de la quitter physiquement. Toute mon enfance, j'avais vu ma mère attendre, attendre qu'il rentre, attendre qu'il la regarde, attendre qu'il remarque qu'elle n'aimait pas la coriandre. Une vie passée à attendre, une vie de solitude à deux. Et moi, j'avais regardé ça et j'avais conclu, avec la logique terrifiée d'une enfant. La passion mène à l'abandon, l'amour intense mène à la douleur. Donc pour ne jamais être abandonné, il fallait ne pas être aimé passionnément. Il fallait choisir la sécurité, la logique, le calme. Il fallait choisir un homme qui n'avait pas de passion. Je n'ai pas choisi Adrien, malgré le fait qu'il était froid et prévisible. Je l'ai choisi parce qu'il l'était. Je l'ai choisi parce qu'il n'y avait pas de Hélène dans sa vie. Il n'y avait pas de place pour le drame. Je croyais que pas de drame signifiait pas de douleur. Quelle idiote! Le contraire de la passion brûlante de mon père n'était pas l'amour stable. C'était le vide absolu. Et c'est ce que j'avais choisi. J'avais choisi un cœur vide, pensant qu'il serait plus sûr. J'avais oublié que le vide aspire tout. Je m'étais mariée, non pas pour être libre, mais pour ne jamais être seule. Et c'est la pire des prisons, parce qu'en faisant cela, j'avais commis un crime plus grave que celui d'Adrien. Adrien avait menti sur son passé. Moi, j'avais menti sur mon présent. J'avais passé 8 ans à prétendre que ce calme me suffisait, prétendre que cette absence d'étincelle était de la maturité. Je m'étais menti à moi-même, chaque jour, en me disant que la sécurité était une forme d'amour. Adrien en avait utilisé mon visage pour y coller celui de Camille. Mais moi, j'avais volontairement porté ce masque. J'avais accepté d'être son anesthésie, parce que j'avais trop peur d'être moi-même. Être moi-même, c'était quoi? C'était être la fille de ma mère. Une femme qui risquait d'aimer trop fort et de finir seule, à attendre. J'ai compris. J'ai compris que je n'avais pas seulement fui l'héritage de ma mère. J'avais fui la vie elle-même. J'avais eu si peur de souffrir que j'avais choisi un homme mort à l'intérieur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise à ma table en formica et j'ai écrit. Titre: L'infirmière du fantôme. Pendant des mois, je vous ai parlé de l'homme qui m'avait prise pour un substitut. Je vous ai parlé du fantôme de son ex, de la coriandre de ma mère. Aujourd'hui, je dois vous parler de mon propre crime. Je n'ai pas été une victime innocente, j'ai été une complice. J'avais tellement peur d'être seule. J'avais tellement peur de répéter l'histoire de ma mère, de me retrouver à attendre un homme dont le cœur était ailleurs, que j'ai choisi un homme dont le cœur n'était nulle part. J'ai choisi un homme qui ne pouvait pas me faire de mal, parce qu'il ne pouvait rien ressentir. J'ai cru que c'était de la sécurité. C'était une anesthésie. Je n'étais pas son épouse, j'étais son infirmière,
L'infirmière qui gardait son fantôme en vie en lui donnant un corps chaud sur lequel s'appuyer. Il m'a utilisé pour ne pas affronter sa douleur. Et je l'ai utilisé pour ne pas affronter ma peur de la solitude. Aujourd'hui, je suis à Annecy, je suis seule, et c'est terrifiant. Je n'ai plus d'homme bouclier. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais même pas qui je suis, sans ma peur. Mais je sais une chose. Je n'ai pas épousé Adrien parce que je l'aimais. Je l'ai épousé parce que j'avais peur de la liberté. Mon vrai voyage ne commence pas à Lyon, chez ma mère. Il commence ici, ce soir, dans cette chambre vide. J'ai publié l'article. Il était 4 heures du matin. Je n'ai pas attendu les commentaires. Je n'en avais pas besoin. Je suis allée dans ma cuisine minuscule. J'ai ouvert le frigo. Il était presque vide. J'ai pris un œuf, du fromage, j'ai fait une omelette. Et j'ai mangé, seule. Et pour la première fois, cela n'avait pas le goût de la solitude. Cela avait le goût de la faim. J'ai publié L'infirmière du fantôme, et je me suis endormie, pour la première fois depuis des semaines, d'un sommeil sans rêve. Quand je me suis réveillée, le soleil d'Annecy inondait la petite chambre. Mon blog, les commentaires ont été différents, ils n'étaient plus seulement des échos de ma propre douleur, ils étaient devenus des aveux. Mon Dieu, je viens de réaliser, je ne reste pas avec lui parce que je l'aime, je reste parce que j'ai peur de payer mon propre loyer. Je suis l'infirmière, moi aussi. Il est alcoolique et je gère ses crises, non pas pour le sauver, mais parce que cela me donne un but. S'il allait bien, qui serais-je? La peur de la solitude, vous avez mis le doigt dessus, c'est pour ça que j'accepte qu'il me trompe. Nous étions une congrégation de femmes qui s'étaient menties à elles-mêmes, mais cette fois, il n'y avait pas de désespoir. Il y avait une sorte d'énergie, comme si, en nommant l'ennemi, notre propre peur, nous pouvions enfin le combattre. J'ai fermé l'ordinateur, je ne pouvais pas passer ma vie à écrire sur ma vie. Il fallait que je la vive. J'ai pris mon sac, je suis sortie. Je suis allée au marché, sur le quai du canal. D'habitude, je le traversais en vitesse, la tête basse. Ce jour-là, je me suis arrêtée. J'ai regardé les couleurs, les fromages, les fleurs, les légumes, et je me suis arrêtée devant un étal, des fraises, gariguettes, d'un rouge profond, presque indécent. Elles sentaient le sucre et le soleil, mon fruit préféré, celui qu'Adrien n'avait jamais acheté, celui que j'avais fini par ne plus demander, par ne plus acheter moi-même, pour ne pas déranger. J'en ai acheté une barquette entière, la plus grosse. Je me suis assise sur un banc, près du pont des Amours. Et j'ai mangé les fraises, une par une, avec mes doigts. Le jus coulait sur mon menton. C'était si bon, c'était si simple. C'était le premier acte de ma nouvelle vie, un acte de désobéissance à mon propre silence. J'ai commencé à meubler ma chambre vide. J'ai acheté des choses stupides, inutiles, mais qui étaient à moi. J'ai acheté un bouquet de pivoines, parce que j'aimais leur exubérance, même si elles allaient mourir en 3 jours. Adrien détestait l'argent gaspillé. J'ai acheté un tapis jaune vif. Adrien disait que les couleurs vives étaient agressives. J'ai acheté un petit haut-parleur. Et j'ai mis de la musique, pas du rock, comme Camille, pas du classique, comme Adrien. J'ai mis du fado portugais, une musique d'une tristesse magnifique, d'une passion déchirante. Je ne comprenais pas les mots, mais je comprenais l'âme. J'ai pleuré en l'écoutant, pas des larmes de pitié pour moi, des larmes de beauté. J'ai trouvé un petit travail. Je n'avais plus les moyens d'être ingénieur sans référence ni stabilité. J'ai trouvé un poste de serveuse dans un café de la vieille ville. C'était dur. Physique, je rentrais le soir, les pieds en feu, sentant le café et le lait chaud. Et j'adorais ça. Je parlais à des gens, des touristes, des habitués. Je souriais. Je prenais des commandes. Ma vie n'était plus une équation complexe. Elle était une série de tâches simples. Faire un cappuccino, apporter un croissant, dire « bonne journée » et entre chaque client, je me surprenais à être heureuse, pas d'une joie exubérante, mais d'un contentement calme. Personne ici ne savait que j'étais une femme au cœur brisé. Personne ne connaissait Camille, ni Adrien, ni la coriandre. J'étais juste Élise, la serveuse qui souriait. Un soir, j'ai appelé ma mère. Je m'attendais à la trouver triste, inquiète. Sa voix était légère. « Élise, j'attendais ton appel. Comment vas-tu, maman ? Oh, tu sais !» Elle a ri, un vrai rire. J'ai fait quelque chose d'un peu fou. Mon cœur s'est arrêté. Quoi ? J'ai appelé Hélène. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Quoi ? Pourquoi ? Eh bien, je me suis dit que... Sa voix était presque timide. Tu avais brisé ton silence. Peut-être que je devais briser le mien. Et alors ? J'ai à peine respiré. Elle a été surprise. Elle est gentille, tu sais. Vieille, fatiguée. Son mari... Je lui ai demandé, « Hélène, est-ce que tu aimes la coriandre ?» Et elle m'a répondu, « Oh mon Dieu, non.
Je déteste ça. C'est Lucien qui adorait ça. Il disait que ça lui rappelait un voyage au Maroc qu'il avait fait, avant de me rencontrer, avant de te rencontrer, toi. Silence. J'ai mis 1 minute à comprendre. Mon père. Lucien. Il n'avait pas oublié que ma mère détestait la coriandre pour Hélène. Il l'avait oublié. Pour lui-même. Pour un souvenir à lui. Ma mère a continué doucement. Tu vois, Élise, j'ai passé 40 ans à construire une histoire dans ma tête. Une histoire où j'étais la victime d'une autre femme. La vérité, elle a soupiré. La vérité, c'est que j'étais la victime de l'égoïsme d'un homme. Et de mon propre silence. Hélène n'y était pour rien. Elle n'était qu'un prétexte. Nous allons prendre un café. La semaine prochaine. Hélène et moi. J'ai raccroché. J'étais assise sur mon tapis jaune vif. Le fantôme de ma mère s'était évaporé. Elle avait réécrit sa propre histoire. Et moi, Adrien avait eu Camille. Mon père avait eu son Maroc. Ma mère et moi, nous avions eu le silence, l'attente. Nous avions passé nos vies à essayer de deviner le cœur des hommes, et nous nous étions trompés. Ce n'était pas la faute de Camille. Ce n'était pas la faute d'Hélène. C'était la faute d'Adrien qui avait choisi de mentir. C'était la faute de mon père qui avait choisi d'oublier. Et c'était notre faute d'avoir choisi d'accepter. J'ai regardé ma petite chambre, le tapis jaune. Les pivoines fanées, elle n'était plus vide, elle était pleine. Pleine de mes choix. Et je savais que j'étais prête. Prête pour ce qui allait arriver. Prête pour la dernière étape. 3 mois ont passé depuis mon arrivée à Annecy. 3 mois de fraises, de fado et de cappuccino servis avec un sourire qui, jour après jour, devenait de plus en plus vrai. Ma vie était petite, mais elle était à moi. Les restes du cœur étaient devenus un lieu d'échange, un sanctuaire pour celles qui, comme moi, apprenaient à se meubler de l'intérieur. Je n'avais pas eu de nouvelles d'Adrien depuis son dernier message, celui où il me traquait financièrement. J'avais remboursé le loyer qu'il avait payé, avec une note courte. Je n'ai pas besoin de ton argent, je n'ai besoin de rien de toi. Depuis, c'était le silence, mais c'était son silence à lui, cette fois, pas le mien. Et puis, un matin, une lettre, et sa lettre est arrivée. Pas un email, pas un texto, une lettre. L'enveloppe était d'un papier épais, crème. L'écriture d'Adrien, toujours aussi précise, méticuleuse. L'écriture d'un ingénieur. Elle avait été transmise par ma mère, qui avait simplement écrit « Pour toi » sur l'enveloppe extérieure. Je l'ai prise. Je suis allée m'asseoir près du lac. L'air d'hiver était vif et sentait la neige. Je ne tremblais pas. J'étais juste curieuse. J'ai ouvert la lettre. Elle était longue, plusieurs pages. Élise, je t'écris cette lettre parce que je sais que tu ne répondras pas au téléphone. Et j'ai besoin que ces mots existent, que tu les lises ou non. J'ai passé les 3 derniers mois dans l'appartement vide. Notre appartement. Je n'avais jamais réalisé à quel point tu le remplissais. Pas seulement avec tes affaires. Avec toi, ta chaleur. Tu as eu raison. Surtout. Je ne t'ai pas choisi parce que tu lui ressemblais. Je t'ai choisi, comme tu l'as si bien deviné, parce que tu n'étais pas elle. J'ai été un lâche. J'avais si peur de souffrir à nouveau que j'ai cherché la personne la plus sûre au monde. J'ai cherché une vie sans musique. J'ai cru que je pouvais l'enterrer, Camille. Mais en l'enterrant, je me suis enterrée avec elle. Quand je t'ai rencontrée, j'ai vu ta lumière, ta stabilité. J'ai cru que c'était un refuge. Mais je n'ai pas construit un refuge. J'ai construit une prison, pour nous deux. Je n'étais pas l'infirmier de son fantôme. J'étais son compagnon de cellule. Et je t'ai enfermé avec nous. Ces 3 mois, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a 10 ans. J'ai parlé. J'ai trouvé un thérapeute. J'ai pleuré. J'ai sorti la guitare rose de son étui. Elle prenait la poussière sous mon lit. Sous notre lit, Élise. Je suis désolée. Je ne te demande pas de revenir. Je sais que c'est impossible. Cette Élise-là n'existe plus. Je l'ai tuée. Je t'écris seulement pour te dire merci. Tu m'as réveillée. Tu m'as forcé à regarder la vérité. C'était brutal, mais c'était nécessaire. Je vais vendre l'appartement de Lyon. Je vais quitter mon travail. Je ne sais pas. Peut-être que je vais jouer de la musique. Peut-être que je vais juste apprendre à vivre, seule. J'ai vraiment nettoyé mon cœur. Élise, pas pour toi, pour moi. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner de t'avoir fait vivre dans l'ombre. Je ne t'ai pas aimé comme tu le méritais. Mais je... Lentement, mes joues étaient humides. Je n'avais même pas senti les larmes couler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était une libération. Il avait compris. Il allait peut-être s'en sortir. J'étais heureuse pour lui, vraiment. J'ai regardé le lac, l'eau était calme. Je me suis levée, j'ai gardé la lettre à la main. Je suis rentrée dans mon petit appartement. Je l'ai posée sur ma table. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de répondre. Je me suis assise devant mon ordinateur. J'ai ouvert mon blog.
J'ai écrit le dernier article, le tout dernier. Titre: Je n'ai plus besoin de vous. Aujourd'hui j'ai reçu une lettre d'excuse, une lettre de vérité. L'homme que j'ai quitté a enfin compris. Il a enfin fait le deuil du fantôme qui hantait notre mariage. Il y a 3 mois, cette lettre aurait été tout ce que je voulais. La validation. La preuve que je n'étais pas folle. La preuve que ma douleur était réelle. Je l'ai lue aujourd'hui, et j'ai souri, et j'ai pleuré un peu, et puis je l'ai posée. Parce que la vérité, c'est que je n'en avais plus besoin. Ma guérison n'a pas commencé quand il a compris. Elle a commencé quand j'ai compris. Quand j'ai compris que j'avais choisi la sécurité plutôt que la liberté. Quand j'ai compris que j'avais eu peur de ma propre solitude. Aujourd'hui, il me dit qu'il a nettoyé son cœur. Je suis heureuse pour lui. Mais ce n'est plus mon problème. Parce que j'ai passé 3 mois à meubler le mien. Je n'ai plus besoin qu'il m'aime pour me sentir aimée. Je n'ai plus besoin qu'il me voie pour me sentir exister. Je n'ai plus besoin qu'il s'excuse pour me pardonner. À moi-même. Je n'ai plus besoin qu'il m'aime. J'ai appris à m'aimer moi-même. Merci à vous tous de m'avoir écouté. La chambre n'est plus vide. Au revoir. J'ai cliqué sur publier et j'ai fermé le blog. Quelques semaines plus tard, un appartement à Lyon. Mais pas l'ancien, un nouveau, le mien. Il est plus petit, dans le quartier de la Croix-Rousse, mais de l'autre côté de la colline. Plus calme. Ma mère, Élodie, est là. C'est la pendaison de crémaillère. Nous cuisinons ensemble. Tu es sûre que tu ne veux pas que j'appelle Hélène ? Demande ma mère. Elle fait un gâteau au chocolat incroyable. Je ris. La prochaine fois, maman. Ce soir, c'est juste nous. Je prépare le plat principal, un poulet rôti. Ma mère me regarde, un sourire en coin. Je me tourne vers le plan de travail. Il y a un petit pot d'épices et un bouquet d'herbes fraîches. Je prends le bouquet. C'est de la coriandre. Elle sent fort. L'odeur de mon enfance. L'odeur de l'oubli. L'odeur du silence de ma mère. Ma mère me regarde. Elle ne dit rien. Je prends un couteau et je commence à la hacher. Je la hache finement. Puis je prends une grande poignée et je la jette sur le poulet. Je souris. Je me tourne vers ma mère. Tu sais quoi ? Quoi donc, mon chéri ? Je goûte une petite feuille, seule. C'est fort, c'est vert, c'est complexe. Finalement, dis-je en riant, je crois que j'aime bien ça. Ma mère rit avec moi. Le cycle est brisé. L'héritage est transformé. Je n'ai plus peur des fantômes.